Bonjour à tous. Alors, on va voir ensemble les apports de la réhabilitation psychosociale dans la prise en charge des pathologies psychiatriques. Alors, pour ça, on va voir du coup, un petit cas clinique d'un patient qui est suivi par l'ENA. Ensuite, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est la réhabilitation psychosociale, comment ça a été appliqué chez Monsieur T. Et puis ensuite, j'ai cité mes sources. Alors, Monsieur T, c'est un patient qui a 25 ans, qui a été orienté par sa psychologue libérale pour une demande de réhabilitation psychosociale. Les plaintes du patient, c'était surtout une anxiété, des difficultés de relations sociales, ce qui avait engendré un isolement chez lui. Et aussi, il disait qu'il avait beaucoup de difficultés à analyser ses émotions. Le diagnostic, il n'était pas vraiment posé, donc on va revenir dessus avec l'histoire de la maladie. Il n'avait aucun traitement, pas d'antécédents somatiques et pas d'allergie. Donc, au niveau de l'histoire de la maladie, quand il était enfant, donc à 12 ans, il a fait une bouffée délirante aiguë suite au décès de sa grand-mère. Il a eu un suivi pédopsychologique pendant 1 an. Après ça, pas d'autres événements jusqu'en 2015. À ce moment-là, il a refait un événement aigu où il a consulté au CMP, donc il avait des idées délirantes, il se sentait persécuté, il y avait un syndrome dissociatif. Donc tout ça, c'était après une période de consommation quotidienne de cannabis. Il y a aussi une notion de refus scolaire anxieux en 5e, 4e et 3e, avec un harcèlement scolaire. De 2015 à 2021, il n'y a pas de suivi. Il y a encore des syndromes de persécution à bas bruit, mais rien qui le dérange, enfin, rien qui soit trop intrusif. Fin 2021, il consulte au CAP 48. Donc là, c'était une symptomatologie atypique avec des symptômes négatifs, des idées suicidaires, des symptômes dissociatifs processuels, une grosse anxiété, mais il avait un bon insight. Et donc là, il y a eu des traitements qui ont été instaurés, mais il ne les a pas pris. Et après, il y a eu une rupture de suivi. En 2023, il consulte une psychologue de ville, donc pendant 6 mois, et cette psychologue l'oriente vers nous. Donc en fait, il l'a consultée parce que ça devenait trop handicapant dans sa vie de tous les jours. Il était trop isolé, et comme ça le dérangeait, c'est pour ça qu'il a décidé d'aller voir une psychologue. Au niveau des antécédents familiaux, il y a une notion de trouble psychotique du côté de son père, chez un oncle et chez une tante, mais c'est des troubles qui n'étaient pas étiquetés. Il y a aussi la notion d'une cousine qui s'est suicidée en été 2023. Donc au niveau des traitements, il a eu de l'Abilify et du Zyprexa, mais il n'en a pris aucun. L'Abilify, il en a pris une fois, mais comme il y a eu des effets indésirables, il a arrêté de le prendre. Au niveau de son mode de vie, il vit seul, il ne travaille pas et il touche le RSA. On a donc fait un bilan, l'IRM cérébral et le CG étaient normaux. Au niveau du bilan biologique, il n'y avait rien de particulier, à part une hypercholestérolémie et une hypertriglycéridémie. Le bilan neuropsychologique a retrouvé un fonctionnement tout à fait normal par rapport à son âge, mais par contre, il y a quand même des difficultés d'identification, de verbalisation et de régulation des émotions, ce dont il se plaignait justement. Les idées de persécution toujours présentes, des difficultés avec l'image de soi et un mal-être constant. Il a donc été évalué aussi parce qu'il y avait des symptômes un peu du trouble autistique, donc il a été évalué à Macaras à Valvert. Et le diagnostic qui a été retrouvé, c'est un trouble du neurodéveloppement, donc avec un retard du langage et une dysphasie, des troubles des interactions sociales et un ultra haut risque de troubles psychotiques. Il y avait quelques éléments de troubles du spectre de l'autisme, mais rien qui permette de poser vraiment un diagnostic franc. Donc là, le diagnostic, en fait, ce serait soit un trouble autistique avec des caractéristiques, avec de l'angoisse ajoutée, soit un trouble psychotique à bas bruit, associé aussi à de l'angoisse. Donc pour l'instant, le diagnostic est toujours pas posé. On introduit du Brintellix 10 mg puis 15 mg, donc en septembre 2023, et à côté de ça, on prescrit une réhabilitation psychosociale parce que là, du coup, c'est une bonne indication. Il a des troubles du neurodéveloppement, troubles des interactions sociales, donc c'est des symptômes sur lesquels on peut bien agir en réhabilitation psychosociale et qui sont peu traités avec les traitements médicamenteux. Alors, qu'est-ce que la réhabilitation psychosociale? L'objectif, c'est le rétablissement du patient et son inclusion sociale, favoriser son autonomie et son indépendance dans la communauté et afin qu'ils redeviennent, enfin, qu'ils soient des citoyens à part entière, qu'ils puissent travailler, être intégrés dans la société.
Et donc du coup, il y a aussi un volet il y a 2 volets. Il y a le volet sur le patient, donc on va agir vraiment sur le patient, autour de ses objectifs et cetera. Et il y a le volet social où on va lutter contre la stigmatisation et les représentations sociales négatives qui sont attachées à la pathologie mentale et se préoccuper des capacités du milieu social à recevoir les personnes. Donc en fait, c'est la création de structures qui vont aider les patients ou par exemple par rapport au travail, tout ce qui est, les AT, des milieux, qui peuvent aider en fait les personnes à trouver un travail plus facilement et adapté à leur, pathologie. Il y a une notion clé dans la réhabilitation psychosociale, c'est la notion d'empowerment. Donc c'est la prise de contrôle dans la détermination de ses propres actions du patient. Donc on va essayer de restaurer son pouvoir d'agir et pour qu'il puisse se réapproprier son existence. Donc en fait, c'est agir sur, les capacités du patient, en fait, se baser sur ses forces pour qu'il puisse accomplir les objectifs, pour lesquels il a du mal à cause de sa maladie, mentale. Donc il y a 5 étapes dans la réhabilitation psychosociale. D'abord la prise de contact, ensuite une évaluation multidisciplinaire qui va être clinique, neuropsychologique et fonctionnelle et qui va donc impliquer, pas mal d'acteurs qu'on va voir plus tard. Pendant cette évaluation, on va donc évaluer les capacités du patient, ses limitations, quels sont les obstacles à ses objectifs. Donc c'est une prise en charge holistique, donc globale, et une démarche écologique. Donc c'est écologique dans le sens, l'environnement du patient. Donc on ne va pas agir que sur le patient, on va agir aussi sur son environnement et c'est environnement au sens large. Donc c'est professionnel, géographique, culturel, c'est vraiment global. On va établir un plan de suivi individualisé, donc qui va être adapté aux besoins et objectifs propres du patient, avec une complexité graduelle, donc une démarche assez souple en fait, où le patient, va pouvoir, changer ses objectifs en fait au cours de son projet, au cours de son parcours et donc ce projet est personnalisé à chaque niveau. Les soins de réhabilitation psychosociale à proprement parler, donc là, on va agir sur les forces du patient, améliorer sa connaissance de soi et ses capacités de décision et d'action, donc pour lui permettre encore une fois d'atteindre ses objectifs. Donc quels sont ces outils? Il y en a beaucoup, donc il y a la TCC, l'ergothérapie, soutien à l'insertion professionnelle, soutien à l'insertion sociale, prise en charge des familles, remédiation cognitive et psychoéducation. Donc la psychoéducation, il y a des études qui ont prouvé donc que ça marchait bien, des essais cliniques, randomisés. La remédiation cognitive, donc ça c'est pareil, il y a des études qui ont montré, l'efficacité de la remédiation cognitive. En fait, les troubles cognitifs, souvent ils sont très bloquants chez les personnes et comme ils sont pas traités par les traitements, ça en fait une cible de choix thérapeutique. Et enfin, soutien à l'insertion sociale, pareil, qui a prouvé son efficacité dans de nombreuses études. Donc à chaque fois, je vous ai mis là le lien des essais, enfin des articles en dessous. Et enfin, la dernière étape, c'est la généralisation, le transfert, donc en fait, le moment où le patient prend son autonomie complètement. Puisque normalement, la réhabilitation psychosociale, c'est délimité dans le temps. Donc selon la pathologie du patient, selon s'il est vraiment bien stabilisé, ça va durer plus ou moins longtemps. Mais en tout cas, l'objectif, c'est pas de le chroniciser, même dans cette prise en charge, c'est qu'il prenne son autonomie et qu'il soit intégré lui-même et qu'il n'ait plus besoin de l'aide des professionnels. Alors, quels sont les acteurs? Il y a les médecins, les infirmiers, les neuropsychologues, donc ça va être surtout pour le bilan, d'évaluation de départ. Les case managers, donc ils font le lien entre les acteurs du sanitaire, du social ou du médico-social vers l'insertion et le case management intensif a été prouvé, il a prouvé qu'il y a eu il y a moins d'hospitalisation et moins de rupture de suivi. Donc en fait, c'est quand les patients viennent, on leur fait un projet et souvent il y a 2 case managers, donc un professionnel de santé et une personne, aussi professionnelle, mais dans le social et donc on va avoir des rendez-vous réguliers avec le patient pour voir où est-ce qu'il en est dans ses objectifs. Est-ce qu'il y a besoin de les redéfinir? Est-ce qu'il met en place toutes les actions, heu,
qu'il avait décidé de mener la semaine d'avant. Voilà, c'est un suivi, en fait. Les pères aidants, les pères aidants, en fait, c'est des personnes qui ont été atteintes de troubles, psychiatriques et qui en ont guéri. Ensuite, ils font une formation qui les rend aptes, en fait, à aider les autres personnes qui sont atteintes de ces mêmes troubles et le fait d'avoir, vécu eux-mêmes la maladie, ça leur donne une légitimité et enfin, qui est en plus du savoir théorique et qui fait que, les relations, elles peuvent être basées sur la confiance et l'absence de jugement. Donc les patients, ils arrivent plus facilement à s'identifier avec les pères aidants. Il y a aussi de nombreuses associations d'usagers et de familles, parce que aussi la prise en charge de la famille, c'est très important. Ça fait partie de l'environnement du patient, donc il faut aussi agir dessus. Les assistantes sociales, donc là aussi, souvent associées aux troubles cognitifs, il y a des troubles de gestion de l'argent, de tout ce qui est administratif, donc ça peut bien les aider. Il y a les job coachs, donc pour, aider les patients à retrouver du travail et des unités médico-sociales qui sont créées. Alors, retour à Monsieur T. Donc, on fait ce qu'on appelle des POPS, donc c'est plans d'organisation de projet. En gros, c'est on choisit un domaine, enfin le patient choisit un domaine sur lequel il veut agir, parmi, plein de domaines de la vie, quotidienne. Donc Monsieur T avait choisi certains domaines, donc la santé, les relations sociales, le logement, l'hygiène de vie et la formation. Au niveau de la santé, il voudrait avoir une meilleure gestion de ses émotions, ressentir moins de gêne par rapport aux autres et aussi agir sur son anxiété. Les relations sociales, comme il est isolé, il voulait, agir là-dessus. Au niveau de son logement, il était mal organisé, avait des problèmes de rangement, donc ça aussi c'était un objectif et d'hygiène de vie, donc reprise d'activité, de sport, de nutrition et en plus comme sur son bilan, il y avait, une anomalie du bilan lipidique. C'était préconisé aussi pour lui de reprendre du sport. Donc, pour les POPS, on regarde toujours quels sont les objectifs principaux du patient à court terme. Donc là, pour lui, c'était les relations sociales et le logement et la formation, c'était un objectif plutôt sur le long terme. Donc chez ce patient, on a préconisé une participation à un atelier psychomotricité, au groupe habileté sociale, au club loisirs et au groupe nutrition. Pour l'instant, le patient, il a fait une séance, je crois, de groupe nutrition. Il est allé aussi à l'atelier psychomotricité. Le groupe habileté sociale, il est en attente pour l'instant, donc il sera inscrit dès que le groupe aura repris. Par contre, il va au club loisirs, donc ça, c'est un atelier qui est tous les mercredis après-midi où les patients se retrouvent pour décider ensemble d'activités. Donc ils font des activités sur place, le mercredi après-midi et on les aide à à s'organiser entre eux, à prendre on leur donne un petit peu des activités qui sont autour du CMP et pour qu'ils puissent, s'organiser entre eux. Parallèlement, il poursuit son suivi psychologique, enfin avec sa psychologue libérale, donc c'est toutes les semaines et il a repris son footing une fois par semaine également. Et enfin, on augmente le traitement médicamenteux en parallèle, donc la réhabilitation, c'est en parallèle du traitement médicamenteux. C'est une prise en charge globale. Donc là, ça fait 2 mois qu'il est en réhabilitation psychosociale. Ce qu'il fait surtout, c'est le club loisir où il va toutes les semaines et donc on a noté une nette amélioration de l'anxiété, du sommeil, il y a un meilleur insight, un meilleur contact, il est plus souriant et plus détendu. C'est aussi rapporté par sa mère. Il prend beaucoup plus la parole dans le club de loisirs. Et du coup, le club de loisirs, en fait, c'est pour lui, l'objectif, ce serait pas de rester à long terme dedans, c'est, pour, qu'il s'autonomise et aussi il y a cette problématique de ponctualité qui était très importante pour lui. Il arrive très souvent en retard et en fait, là, le fait d'avoir le club de loisirs, finalement, il arrive plus à l'heure. Donc c'est déjà une bonne amélioration et il participe à plus d'activités. Je crois qu'il a déjà commencé à faire des activités avec d'autres personnes en dehors du club loisirs. Donc lui qui était isolé socialement, c'est vraiment une très grosse amélioration. Les perspectives chez ce patient, donc ce serait le groupe habilité sociale une fois qu'il aura repris. Une augmentation de la posologie du bras T-L-X jusqu'à avoir une stabilisation de ses symptômes et le club loisir jusqu'à son autonomisation complète au niveau des activités sociales. Donc les prises en charge traditionnelles sont partiellement efficaces en termes d'intégration dans la communauté des personnes, donc c'est pour ça qu'on a développé des structures comme la réhabilitation psychosociale.
Ces soins, ils sont d'autant plus efficaces que les manifestations cliniques des troubles sont contrôlées et que la prescription psychopharmacologique est optimisée. Donc c'est pour ça que là, on est en train de faire les 2 à la fois, la réhabilitation et l'augmentation du traitement chez ce patient. Ce qui est bien en psychiatrie, c'est que enfin, du coup, il y a des aspects positifs et négatifs, mais pour la sectorisation et le maillage, ça permet d'allier des innovations pharmacologiques et innovations psychosociales et en fait, justement, de permettre, ce système de réhabilitation psychosociale parce qu'en fait, vu que c'est sectorisé, on va pouvoir agir directement dans l'environnement du patient en connaissant bien ce qu'il y a dans le secteur, ce qu'il y a dans l'arrondissement. Donc tout ça, c'est pour une prise en charge globale du patient. Les résultats qui ont été prouvés de la réhabilitation psychosociale, c'est une augmentation de l'estime de soi, une capacité de décision et d'action qui sont renforcées, un taux moindre de rechute et plus de pratiques d'activité physique ou de loisirs. Il y a moins de ruptures de soins, une réduction de la stigmatisation, puisque les patients sont plus intégrés dans la société, une amélioration de l'image de la maladie et donc des perspectives d'inclusion sociale et professionnelle qui sont encore quand même à travailler, mais qui sont en bonne voie. Donc la réhabilitation psychosociale, finalement, ça va permettre un rétablissement fonctionnel du patient, qui va se rajouter au plus ou moins au rétablissement clinique, en fait, mais qui n'est pas forcément nécessaire, en fait, le rétablissement clinique pour un rétablissement personnel. Parce que le rétablissement personnel, c'est une définition subjective du patient. C'est, est-ce qu'il sent que sa pathologie l'invalide dans sa vie de tous les jours? Parce que finalement, s'il a des symptômes cliniques, mais qui ne l'impactent pas, on peut dire qu'il a un rétablissement personnel, même si, au niveau clinique, il ne sera pas complètement rétabli. Mais par contre, le rétablissement fonctionnel qui est travaillé par la réhabilitation psychosociale, il y a aussi une notion subjective parce qu'on part vraiment des objectifs du patient. On ne va pas lui dire: «Ah, il faudrait que vous fassiez ci, que vous fassiez ça». C'est vraiment vous, qu'est-ce que vous voulez améliorer dans votre vie? Quels sont vos objectifs que vous aimeriez atteindre et pour lesquels vous avez des limites? Donc voilà, c'est vraiment quelque chose de subjectif. Là, je vous ai mis toutes les sources de mes recherches. Merci de votre attention.